Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre ce rendez-vous sur Guérit TV Monde, l'émission spéciale de ce mardi 25 septembre 2018. Reçoit pour vous un grand homme, ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, aujourd'hui membre du parti FCBE. Il répond au nom de Grégoire Akofo-Adjei. Avec Grégoire Akofo-Adjei, on va parler de la taxation de l'Internet, y compris des réseaux sociaux, qui est donc désormais annulée depuis le 22 septembre dernier par le chef de l'État béninois. Le président Patrice Talon a pris donc cette décision après une rencontre avec certains ministres de son gouvernement et les opérateurs GSM, mais aussi et surtout à cause de la grande mobilisation des activistes. Peut-on dire donc le sujet est au cœur de cette émission spéciale. Monsieur Grégoire Akofo-Adjei, bonjour. Bonjour. Bonsoir, j'allais dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré de venir répondre à vos questions. Grégoire Akofo-Adjei, vous êtes ancien ministre et aujourd'hui conseiller politique au sein du bureau exécutif national et membre du bureau politique FCBE. Dites-nous, Grégoire Akofo-Adjei, comment vous appréciez la mobilisation constatée au niveau des jeunes béninois pour protester contre la taxation de l'Internet? Je voudrais simplement dire que j'ai été surpris que le gouvernement n'ait pas anticipé par rapport à cette mobilisation et que le processus de décision n'ait pas pris en compte tout ce que le communiqué du Conseil des ministres diffusé samedi dernier a pu nous dire. Mais c'était prévisible tout cela et le gouvernement aurait pu nous éviter une crise qui aurait pu être fatale pour notre processus démocratique. Mais je pense que c'était une bonne chose que le gouvernement se rattrape, que le gouvernement prenne toute la mesure de la gravité de cette décision et que le gouvernement revienne sur sa décision. Ceci dit, on a l'impression que ce gouvernement, au-delà de cette crise de la taxation donc d'Internet, a voulu nous divertir, nous distraire, nous éloigner des préoccupations qui sont celles du peuple et des sujets très brûlants. Souvenez-vous, juste avant que cette histoire ne commence, il y avait eu l'affaire des 99 milliards concédés gré à gré à une société belge pour protéger la côte de Djebadji et de Aflekete. Mais bon, c'est une histoire qui est derrière nous, mais qui a laissé des tâches. Et ça comptera lourdement, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, monsieur le ministre Grégoire Akofo-Adjei, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même féliciter le chef de l'État béninois après la prise de cette décision? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'homme est à l'écoute de son peuple? Non, je crois... Après l'annulation, bien sûr. Je crois simplement que c'est une décision qui s'imposait, puisque vous l'avez bien remarqué, les internautes ont contourné la difficulté avec Telegram et VPN. Donc, non, c'était une décision de raison qui, de toutes les façons, aurait pu être prévue, aurait pu être évitée. Oui, monsieur le ministre, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut tirer un coup de chapeau au chef de l'État aujourd'hui après l'annulation? Il n'y a pas à tirer un coup de chapeau au chef de l'État. Il a évité une crise qui aurait pu l'emporter. Et ça, c'est la vérité. Je crois que la mobilisation populaire, la mobilisation des jeunes, telle que nous l'avons vue, ajoutée à toute la sinistrose qu'il y a dans le pays, la situation était délétère et le chef de l'État en a pris la mesure. Il n'y a pas de quoi l'en féliciter. Disons qu'il a pris une décision de raison. D'accord, nous allons changer de sujet. On va évoluer dans cette émission à présent. Monsieur le ministre, quelles dispositions votre équipe prend-elle pour se conformer au nouveau code électoral voté récemment par les députés? Non, de toutes les façons, vous savez que le parti FCBE est un parti national et que nous avons une large assise populaire dans l'ensemble des communes de notre pays. Donc, par rapport à cela, c'est vrai, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour nous conformer.
Ces dispositions-là sont en train d'être prises et sans tarder, lorsque la loi sera promulguée, eh bien, nous allons nous conformer. Mais pour l'instant, la loi n'est pas promulguée. Donc, au-delà de cela, nous ouvrons nos portes à tous ceux qui, dans d'autres partis de l'opposition, souhaitent nous rejoindre. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là pour nous dire, eh bien, travaillons à élargir la base donc de l'opposition actuelle, et donc dans les jours, les semaines qui viennent, vous aurez donc au fur et à mesure de ce qui va se passer, eh bien, des informations en temps réel de l'élargissement de l'opposition telle que nous l'entrevoyons et telle que de toutes les façons ça se fera. Est-ce que c'est ce qui amène le parti FCBE à aller vers ou bien l'un ou l'autre, comment dirais-je, avec le parti de candidat Zanaï à mettre à nouveau les deux hommes ensemble? Est-ce que c'est dans cette dynamique-là? Non, il y a une dynamique d'abord idéologique. Il y a une dynamique idéologique. Vous savez, nous n'allons pas transiger au sein de FCBE avec nos choix idéologiques, nos choix de société. Par rapport à cela, on ne reviendra pas là-dessus. Nous priorisons dans notre démarche politique, dans le service public, nous priorisons les intérêts de notre peuple. Et par rapport à cela, tous ceux qui sont d'accord avec nous là-dessus, tous ceux qui disent, eh bien, il ne faut pas venir au pouvoir pour s'enrichir personnellement, mais il faut venir au pouvoir pour essayer de faire en sorte que le peuple béninois vive un peu mieux, ait des solutions pour les problèmes quotidiens de souffrance, de pauvreté qui l'assaillent, eh bien tout cela, nous les accueillons les bras ouverts. Et bien entendu, pour ce qui concerne l'exemple que vous donnez avec candidat Zanaï, eh bien, nous sommes d'accord sur l'essentiel et nous allons travailler dans ce sens-là. Et je crois que c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles candidat Zanaï est parti donc du gouvernement du président Talon. À quand la sortie officielle des deux hommes? Leur agenda reste leur agenda. Vous êtes quand même proche de la marmite, c'est pas le mien. Non, leur agenda personnel reste leur agenda personnel. L'agenda politique, eh bien, ça nous sera communiqué à partir du moment où les démarches officielles de rapprochement des deux partis seront entamées. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Est-ce qu'ils se sont déjà vus au moins avant la dernière déclaration? Je n'ai pas connaissance de cette rencontre. Vous êtes quand même proche de l'ancien chef de l'État, votre ancien patron. Je vous dis, je ne suis pas au courant de cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'entendre sur la conception que l'on a de la politique, sur le rôle que l'on veut jouer en politique, sur ce qu'on peut apporter les uns l'un à l'autre. Et ensuite, on va... Mais ce n'est pas une question de personne. Au-delà d'une question de personne, il y a un problème partisan qu'il faut résoudre, un problème politique qu'il faut résoudre. Lequel? Et non, c'est accorder nos conceptions et nos rôles en tant que parti politique. Si on est d'accord là-dessus, ce qui s'est passé, par exemple, avec Azanaï et Talon ne se passera pas. Mais si c'est une question de personne, si on dit moi j'aime bien candidat Azanaï, je veux bien, non, c'est pas candidat Azanaï la question c'est le parti restaurer l'espoir. Dans quelle mesure est-ce que ce parti-là, avec le parti FCBE, réalise une convergence, réalise une harmonie, peuvent ensemble se renforcer pour faire avancer le processus démocratique de notre pays, pour faire avancer la conception que nous avons du développement et du service public. Je crois que c'est ça le problème, et à partir du moment où nous sommes d'accord là-dessus, le reste, il n'y a pas de souci, ça va. Monsieur le ministre Grégoire Akpofo-Adjei, vous êtes l'ancien garde des Sceaux et parlementaire. On parlait tout à l'heure du code électoral. Est-ce que ce code illustre-t-il véritablement le quotidien, le vécu du Béninois lambda, par exemple? Non, vous savez qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à ce code. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce code. Ce code ne correspond à rien, à mes yeux.
Et nous continuons de combattre ce code. C'est le code d'un régime qui est un régime qui a personnalisé le pouvoir d'État, un régime autocratique. Personnaliser le pouvoir d'État comment, monsieur le ministre? Mais est-ce que vous concevez que, par exemple, le dernier exemple en date, est-ce que vous concevez que, alors qu'une constitution existe, qu'elle a établi clairement le processus de mise en examen des ministres et du président de la République, alors que c'est bien clair, c'est bien établi, est-ce que vous concevez ce qui est passé comme note du garde des Sceaux à l'endroit du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, lui enjoignant donc de faire le nécessaire pour la suite de l'examen des ministres dont les immunités parlementaires ont été levées. Oui, non, qui ont été autorisés pour être jugés par la Haute Cour de justice, justice. normalement. Ça veut dire quoi? C'est non seulement de la diversion, mais c'est également de la provocation. Voilà ce que j'appelle un pouvoir personnel. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir d'État que l'on peut se permettre de fouler du pied les fondamentaux de notre démocratie. Il y a une constitution et on doit respecter la constitution, à moins que on fasse ça pour nous divertir, pour nous distraire, pour nous éloigner de tout ce qui est travail nécessaire de sensibilisation de l'opinion publique. Il y a des problèmes. On balance des instructions du garde des Sceaux. Mais moi j'ai été garde des Sceaux aussi. Il ne viendrait pas à l'idée d'un garde des Sceaux d'écrire ce que j'ai vu, ou de faire écrire ce que j'ai vu. De faire écrire comment? Il est libre, hein, le garde des Sceaux est libre. Non, on est libre, sauf qu'on n'est pas libre de méconnaître la Constitution, de fouler au pied la Constitution. Personne n'est libre de faire ça. Et ça, je tiens à le dire de façon très ferme. Le garde des Sceaux n'est pas libre de méconnaître la Constitution, d'écrire ce qu'il a écrit. C'est suffisamment grave ce que vous dites, monsieur le ministre. C'est un garde des Sceaux. Il doit pouvoir maîtriser les règles les plus élémentaires de son portefeuille ministériel. Posez-lui la question, invitez-le à ma place et dites-lui, voilà ce que j'ai dit, et qui vous explique pourquoi il s'est permis d'envoyer une instruction comme celle que les réseaux sociaux ont diffusée vous avez cherché à savoir spécial. Est-ce que c'est le test, l'original? Est-ce que vous avez cherché à savoir? Est-ce que vos amis, vos collègues qui vous êtes dans le même parti, est-ce que ces derniers ont reçu ce papier? Écoutez, nous l'avons suffisamment, ça a été suffisamment diffusé. Diffusé? Est-ce que ces derniers ont reçu ce papier, monsieur? Je n'ai pas reçu encore d'affirmation. Donc vous devez chercher d'abord. Non, c'est pas moi de chercher. On a en face un gouvernement. Il appartient à ce gouvernement-là de se défendre lorsque il est de façon aussi grave attaqué. C'est une attaque. Et si il est vrai que ce gouvernement n'a pas posé cet acte, ou alors que ce papier ne vient pas du ministère de la Justice, il appartient au ministre de la Justice de faire un communiqué. C'est aussi votre rôle en tant qu'un acteur politique avant de chercher à se prononcer. Non, il appartient au gouvernement. Il appartient au gouvernement de se défendre. C'est pas moi de défendre le gouvernement. Je suis pas ici pour défendre le gouvernement. Je vous dis, si le gouvernement est attaqué de façon aussi frontale sur les réseaux sociaux sur un fait grave, il appartient au gouvernement de rétablir la vérité. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas quand même prendre par ici sans qu'on ne vous pose cette question. Depuis quelque temps, on ramène l'affaire dans Ivor. Qu'en dites-vous? Parce qu'on te porte à croire que vous êtes toujours serein. Je vous dirai encore une fois, si vous voulez tout savoir de l'affaire d'Anivo, posez la question à Djogbenou. C'est suffisamment grave cette affirmation. Pourquoi? Elle n'est pas grave, elle est simple. Je dis de poser la question à Djogbenou. Vous savez, dans le déballage, dans tout ce que... Vous parlez de quel Djogbenou, monsieur le ministre? Il y en a un
que tout le monde connaît, qui est un homme la public. famille Diogbenou, Non. Vous parlez de quel Diogbenou, monsieur le ministre? Le président de la Cour constitutionnelle demandait au président de la Cour constitutionnelle, qui a été ministre de la Justice. Joseph Diogbenou, vous voulez parler? Joseph Diogbenou, qui a été ministre de la Justice, qui a été également avocat de la partie civile. Non, je ne m'intéresse pas à ça. Avocat de la partie civile. Demandez-lui pourquoi est-ce que il a aidé la famille à faire obstruction au test ADN qu'on demande et qui n'a aucune espèce de caractère douloureux. Pourquoi est-ce que la famille ne se prête pas à ce test ADN? Je vous dis, c'est simple, hein? C'est juste un bout de coton qu'on passe dans la bouche de membres de la famille et qu'on fait analyser. À l'époque, le gouvernement auquel j'ai appartenu a proposé que la famille choisisse des experts et que le budget national paye et que les rapports de ces experts-là soient produits aussi bien à la famille qu'à la justice. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait ce test, mais je sais. Et tout le monde sait la vérité dans ce dossier-là, sauf ceux qui refusent de le faire. Pourquoi est-ce que, par hasard, c'est le garde des Sceaux qui a encore écrit pour demander une suspension donc des assises? Et le corps qui a été déterré à Ouémé dans le temps, le corps est où aujourd'hui, monsieur le ministre Guégo? Le corps est sous main de justice. Donc le corps n'est pas enterré, le corps est sous main de justice. Donc il appartient, encore une fois, les moyens existent, les moyens scientifiques existent pour justement dire qui on a vu à Ouémé, qui on a déterré à Ouémé. Et je sais également que des travaux d'experts ont été faits qui permettent d'avancer clairement là-dessus. Maintenant, il faut que la justice se prononce. Elle se prononcera. Quel que soit le temps que ça durera, la justice finira par se prononcer. Monsieur le ministre, et vous, dans ce dossier, est-ce que votre conscience ne vous reproche rien? Absolument rien. Vous connaissez, vous maîtrisez quoi de ce dossier? Parce que votre nom est suffisamment cité. Non, simplement, mon nom est cité parce que, à l'époque, étant garde des Sceaux, ayant eu connaissance des rapports de la commission d'enquête judiciaire sur le dossier, j'ai dit, et c'est vrai, je le répète aujourd'hui, à l'époque, j'avais dit que nous étions sur une excellente piste. Mais aujourd'hui, je dis, nous sommes sur la piste. Donc c'est la piste, c'est comment? Mais qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h, vous comprenez ça? Et qu'il appartient à la justice de se prononcer. Des travaux d'experts ont été faits. Vous savez, il y a eu 2 experts qui sont arrivés à Cotonou à la demande du magistrat en charge du dossier. 2 experts. Et qui ont produit leur rapport, qui ont permis d'éclairer la justice sur le corps qu'on a retrouvé à Ouémé. Donc, aujourd'hui, on veut conforter ces rapports qui ont été faits par les experts étrangers. On veut conforter ça par des tests faits par les experts béninois. Et pour le faire, il suffit donc de faire le test ADN. Et ce test ADN-là n'est pas douloureux, ça ne présente aucun caractère dangereux. Et je ne sais pas, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, les avocats de la partie civile ont fait obstruction. Vous savez, c'est pas par hasard. Hein. Et je vais vous dire mieux. J'ai entendu, au cours de la campagne pour les dernières élections législatives, l'actuel président de la République, candidat à l'époque, qui a dit « Mais si vous m'élisez, je vous amènerai Daïvo vivant. » Mais on attend. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend qu'il nous ramène Daïvo. On attend. Donc, ne cherchez pas Daïvo chez moi, allez chercher Daïvo du côté du pouvoir. Monsieur le ministre, donc vous ne vous reprochez rien dans ce dossier? Je dors tranquillement, tous les jours que Dieu fait. D'accord, on tire doucement vers la fin de cette émission, mais avant de prendre congé de nos téléspectateurs, de nos chers internautes, monsieur le ministre Guégo Akofo-Adjei, si l'occasion vous est donnée de faire des propositions aux membres du gouvernement, que les direz-vous?
Non, moi je ne suis pas là pour faire des propositions aux membres du gouvernement. C'est aussi une contribution. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de travailler aujourd'hui à l'avènement d'une alternance d'abord au Parlement et ensuite à la tête du pays. J'y travaille. Et je vous dis très sérieusement, les élections législatives prochaines, nous les prenons sous toutes les coutures. C'est-à-dire que au niveau de l'opposition actuelle, nous sommes conscients que nous avons besoin d'apporter une réponse crédible à nos concitoyens. Et pour cette raison, je voudrais dire que nous allons travailler très sérieusement au sein du parti Force Curie pour un Bénin émergent à l'élaboration d'un programme de législature qui dise clairement ce que les députés que nous allons élire vont faire à l'Assemblée nationale. Les députés que nous allons proposer, les candidats que nous allons proposer et qui vont être élus, ce qu'ils iront faire à l'Assemblée nationale, ça sera dans un programme qui sera connu. De manière à ce qu'il y ait un contrat entre le peuple et nous. Nous ne voulons plus que les députés aillent à l'Assemblée et deviennent des députés qui transhument et qui commencent par faire autre chose. Donc, le contrat entre le peuple et nous, ça sera de dire, voilà, nous allons revenir sur toutes les lois liberticides qui ont été votées par l'Assemblée nationale actuelle. Nous allons renforcer et approfondir la démocratie dans notre pays. Nous allons travailler et faire en sorte que plus jamais on ait ce que nous avons connu, c'est-à-dire un conflit d'intérêts au niveau le plus élevé de l'État, ni même au niveau inférieur. Donc, ce travail de législature fera l'objet d'un programme minimum que nous allons proposer au peuple, et c'est sur cette base-là que nous allons demander qu'on vote pour nos candidats. Votre conclusion, nous sommes au thème de cette émission. Non, que ce pays, si je dois m'adresser à mes concitoyens, que ce pays est notre bien à nous tous, et qu'il est important que chacun prenne conscience que il n'est pas possible sans cesse de repousser les populations dans leur dernier retranchement en les privant de tout, en les pressurisant, en faisant ce que nous observons, c'est-à-dire une violence sur la population au quotidien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable et ça ne durera pas longtemps comme cela. Donc il est important que et le gouvernement et l'opposition et tout le monde prennent conscience de ce que nous sommes vraiment à un point où un petit quelque chose peut transformer donc ce pays en ce que nous ne souhaitons pas. Et moi je ne le souhaite pas et j'en appelle aux uns et aux autres pour que la conscience claire que nous devons avoir de nos responsabilités ne nous échappe jamais. D'accord. Grégoire Kofodi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien député et aujourd'hui conseiller politique au sein du bureau exécutif national et membre du bureau politique du parti FCBE. Avec vous, il était question de la taxation de l'Internet, y compris des réseaux sociaux, qui est désormais annulée par le président Patrice Talon depuis le 22 septembre dernier. On a parlé également de l'affaire Danivor, donc pour l'invité du jour. L'invité du jour nous renvoie tout simplement vers l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Il nous envoie donc vers lui pour lui poser la question où se trouve Hubert Danivor. De toutes les façons, c'est un long feuilleton et on verra la suite dans ce dossier. On a parlé également au cours de cette émission spéciale du code électoral. Le code électoral qui a été donc voté récemment par les députés au Parlement. Notre invité, Grégoire Kofodi, s'est prononcé sur ce sujet également et il a donné la position du parti FCBE. Mesdames et messieurs, voilà en résumé le menu, ce qui a fait le menu de cette émission spéciale sur Guerre TV. Merci à vous et bonsoir chez vous.